Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux, après une première occasion manquée, de te retrouver, mon cher camarade. Alors, ça va être une discussion un peu déstructurée parce que ce livre, il a quoi maintenant? 5 ans? Et donc, tout a été dit ou presque. Tu t'es adonné à l'exercice avec quoi? Les 40 traductions ou presque sur toutes les coutures et les latitudes pour discuter de ce livre. Et aujourd'hui, on va parler de son adaptation, bien sûr au théâtre, qui n'est pas la première parce que ton œuvre a déjà été portée sur la scène par Aristide Tarnagada, donc, qui est metteur en scène formidable, homme de théâtre burkinabé, qui pilote un rendez-vous que je vous conseille vivement, qui s'appelle Les Récréatrales de Ouagadougou. Et donc, on va en parler naturellement, mais je voudrais qu'on parle un peu de la genèse de ton livre, qu'on parte un peu dans les coulisses. Je te sais habité depuis très très longtemps par un démon, tantôt lumineux, tantôt obscur, celui de l'absolu, celui du livre total, du livre qui embrasse tous les champs labyrinthiques, qui puisse ramasser comme ça du nazisme à la post-colonie, à la gémellité en pays serrère, l'enquête justement sur les traces d'un auteur un peu inconnu ou méconnu plutôt. Et j'ai envie de te poser cette première question-là pour lancer notre discussion. Quand germe ou quand naît l'idée justement de tenir tout ce bouquet ensemble? euh, Cette question, elle m'est inspirée par notre compagnonnage et puis une boussole commune qu'on a eue pendant longtemps, c'est Balzac. Quand il a eu l'idée d'écrire la comédie humaine, il s'était écrié auprès de sa sœur: Saluez-moi car je suis en train de devenir un génie. Auprès de qui tu t'es écrié: Saluez-moi, je suis en train de devenir un génie? Alors, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence. Merci à Mansa pour cette invitation et merci à toi évidemment, camarade, pour cette présence. J'ai beaucoup parlé du livre, c'est vrai, mais je crois que ça doit être la troisième ou quatrième fois que j'en parle avec toi, je ne sais plus. Donc tu fais semblant encore d'être très enthousiaste, mais bon, je sais qu'au fond de toi, tu es blasé. Je suis payé. C'est encore mieux. Euh, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Moi, je ne pense pas qu'un livre, n'importe quel livre, naisse d'une idée. Je ne crois pas aux idées de roman. Je ne crois pas que l'idée soit le plus important dans un roman pour la simple raison que la seconde suivante, vous en avez une autre qui est contradictoire, pour la simple raison que elle est peut-être trop abstraite pour tenir un roman. En revanche, l'idée du bouquet d'images, notamment, me semble plus intéressante, pour la simple raison que tout livre, je crois aussi, naît d'une superposition d'images dont on ne voit pas exactement le contour tout de suite. On peut avoir une première image qui est très fugace, sur laquelle on surimpose une autre image, sur laquelle on surimpose une autre image. À un certain moment, l'image, le tableau devient presque illisible. Mais c'est là qu'il faut faire confiance, non pas à son génie, parce que ça, il faut être Balzac pour le dire, mais à l'appel que les images se font les unes les autres. C'est intéressant d'ailleurs que tu aies parlé de Balzac parce que bien sûr ça a été et ça reste une de nos passions communes. Balzac a écrit deux textes qui pourraient être le point de départ, en tout cas, parmi tous les points de départ possibles de la plus secrète mémoire des hommes. Il y a deux textes de Balzac, un roman et une petite nouvelle. Le roman s'appelle La recherche de l'absolu. C'est un mot que tu as prononcé aussi. Et la petite nouvelle s'appelle Le chef-d'œuvre inconnu. Le chef-d'œuvre inconnu, j'ai plus parlé du chef-d'œuvre inconnu parce que c'est ce texte-là qui est peut-être le plus en rapport avec la question des images. Le chef-d'œuvre inconnu raconte l'histoire d'un peintre génial, en tout cas que tout le monde décrit comme génial, qui s'appelle Fraunhofer. Et Fraunhofer, lorsqu'on le découvre au début de la nouvelle, est en train de peindre son chef-d'œuvre absolu, son chef-d'œuvre inconnu, un tableau qui est caché à l'œil des spectateurs et donc qui est caché à l'œil des lecteurs aussi. Évidemment, Balzac a le génie de faire monter la tension jusqu'au moment où on découvre finalement, bon, je ne vais pas, mais globalement, je ne veux pas en parler pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je laisse la surprise du dévoilement du tableau final de Fraunhofer, mais c'est une nouvelle qui me semble assez géniale sur la mystique, c'est pas une mystique, mais oui, la recherche, le feu sacré, le désir d'absolu qui habite un artiste qui cherche quelque chose, qui place la quête au bout, au cœur
de son geste et qui sait peut-être dès le début que le geste est voué à échouer, mais que cet échec-là a aussi un certain sens. Je parle de tout cela parce que pour la plus secrète mémoire des hommes, ça a été ça. J'ai tenté beaucoup de choses, je me suis intéressé à Yambo Ologam beaucoup, je me suis intéressé à Roberto Bolaño beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi à la question du plagiat littéraire, j'ai beaucoup réfléchi à la relation entre le continent africain et pour même aller beaucoup plus précisément entre les villages sérères et la question coloniale. J'ai beaucoup réfléchi au sens tout simplement de la littérature, de ce que je faisais. Tout cela s'est surimposé et a fini par donner ce roman que j'ai bien sûr écrit, mais que je n'ai pas eu l'impression de dominer à aucun moment. Il n'y a aucun moment pendant l'écriture où je me suis dit, voilà, là, je tiens à quelque chose. Et il y a dans la salle des gens qui ont lu différentes versions du roman. Toi-même, je t'ai infligé, tu as subi une version première du roman. Je pense que tu pourrais en témoigner ici et dire que c'était tout à fait autre chose. Mais voilà, c'est ce travail-là dans le temps, de tentative de saisir un absolu en sachant qu'on ne peut pas le saisir, en sachant surtout que la quête de l'absolu expose au même inévitable résultat qui est, et je terminerai sur ce mot-là, qui est la mélancolie. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je retrouve là justement le contenu de beaucoup de nos discussions sur ta conception de la littérature ou tes conceptions de la littérature. Rien de figé, toujours quelque chose d'assez évolutif. Beaucoup de critiques très paresseux ont dit très souvent du livre vertige. Très souvent, c'est un mot qui est revenu très souvent, vertigineux, pour ne pas justement avoir à raconter tout ce qu'il y a de complexe, d'intelligent, de fin, de politique, d'intellectuel et de parfaitement littéraire. Et bref, CV, on aurait dû commencer par là, mais je suppose que si vous êtes là, vous connaissez quand même ce garçon de 191 cm. Il a écrit un premier livre, donc Terre Sainte. Moi, quand il m'a fait lire le manuscrit de Terre Sainte, donc j'étais très enthousiaste et Terre Sainte a fait une moisson de prix absolument formidable. Il a été lancé, il a fait un deuxième livre qui s'appelle Silence du cœur, donc cœur avec un H qui se passe en Italie. Et puis peut-être que c'était là la genèse du chef-d'œuvre, en tout cas l'ambition de faire un livre total, un livre choral, un livre parfaitement littéraire où les voix se mêlent avec aussi une grande densité politique. Et après, tu t'es aventuré sur des terrains un peu plus boueux et un peu plus glissants en écrivant de purs hommes, avec une actualité pour ceux qui ont des inclinations sénégalaises dans la salle qui résonnent tout particulièrement aujourd'hui. Et donc, ce livre, La plus secrète mémoire des hommes. Je vais te poser une question très difficile que les pères de famille, justement, peuvent se poser. C'est-à-dire, entre tes 4 enfants, je voudrais que tu me dises quel est le roman qui te plaît le plus, celui dont tu es le plus fier, celui que tu as pris le plus de plaisir à écrire et celui qui te fait chier comme un deuxième enfant. En fait, il y a la réponse hypocrite qui voudrait que je dise oui, mais en fait, je vous aime tous de la même manière, vous êtes tous mes enfants, il n'y a pas de préférence. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je crois qu'au fond de lui, chaque écrivain, en tout cas quand il a écrit un certain nombre d'œuvres, a l'œuvre, j'hésite à dire son œuvre préférée, parce que ce n'est pas tellement une question de préférence, mais c'est l'œuvre au contact de laquelle il ou elle a senti qu'il y a là quelque chose qui m'a transformé beaucoup plus profondément, structurellement. Je veux dire par là qu'il y a un moment, je crois, où l'œuvre n'est plus simplement un objet extérieur à soi, mais où on la sent couler en soi structurellement et vous transformer. Et de ce point de vue-là, si je prends ce critère strictement, il n'y a aucune photo, c'est La plus secrète mémoire des hommes, parce que c'est le livre qui m'a le plus fatigué, vidé et en même temps empli, changé, enflammé et porté. C'est-à-dire que tous les autres romans ont été écrits dans des... Et j'ai pour eux une tendresse singulière, bien sûr. Mais celui-ci m'a exposé à des états que je ne connaissais pas auparavant. Voilà, des états physiques, Pourquoi tu rigoles? Je ne sais pas pourquoi il se met à rigoler, parce que des états physiques, des états, bien sûr, psychologiques. Et surtout, j'ai eu l'impression que c'était l'aboutissement d'une quête qui avait commencé 10 ans auparavant.
à peu près. Et c'est peut-être pour cela. J'hésite parce que je ne veux pas verser dans un mot que j'ai utilisé tout à l'heure qui est celui de la mystique. J'hésite parce qu'il ne faut pas non plus recouvrir les œuvres de certains mots qui sont assez agaçants, comme celui de mystère ou celui, par exemple, de vertige. Mais je crois qu'il y a toujours un moment où un écrivain sent qu'il y a entre lui et le texte qu'il est en train d'écrire une connexion qui est vitale. Vous avez une énergie vitale qui circule entre lui et le livre et qui est une électricité très particulière qui passe par la langue, où vous savez pertinemment que chaque phrase, oui, j'ai utilisé la métaphore du sang qui coule à l'intérieur tout à l'heure, c'est un peu comme cela, que chaque phrase est un flux de sang ou un afflux de sang. Et ça, oui, je l'ai ressenti très fortement avec ce roman-là. J'espère qu'il y en aura d'autres, hein, et que ce n'est pas comme le narrateur de ce roman le dit, le livre essentiel ou le dernier livre ou le livre ultime ou le livre absolu. Il y en aura d'autres, mais puisque tu me posais cette question difficile, la réponse est celle-là. Oui, Oui, habile dans l'esquive. Non, c'est... Qu'est-ce qu'il veut? J'ai répondu. Non, c'est très intéressant. Entrons un peu plus dans le livre. On va pas le déflorer. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas encore lu. Donc, je vous invite justement à finir l'hiver avec. C'est un livre, on l'a dit, de mémoire justement de lecteurs et surtout de lecteurs de Goncourt et parfois de détracteurs même de Goncourt. On a été tous les deux parfois justement dans un snobisme littéraire du haut de nos 20 ans en disant justement qu'on ne lirait que des morts et que tout ce qu'on produit maintenant est parfaitement sirupeux, pas assez consistant littérairement. Avec cette expérience-là, c'est peut-être un des Goncourt où il n'y a pas eu beaucoup de critiques négatives. J'ai fait de la veille pour regarder un peu les textes. Les tonalités étaient parfaitement élogieuses. Il y a eu quelques dérapages et quelques écarts sur lesquels on ne reviendra pas de quelques membres de l'Académie Goncourt qui, enclins à l'exotisme et à certains clichés, ont prêté à tes phrases une allure de statuette africaine. Voilà, Monsieur Decoing se reconnaîtra. J'ai envie de savoir comment, toi qui manie la critique, toi qui es un grand lecteur, par exemple, si vous ne le savez pas, tu as commencé une thèse de littérature sur Yambo Olegem, sur Amadou Kourouma et sur Malik Fall, sur l'année 68 en littérature. Thèse que tu n'as pas terminée, ce que je te rappellerai toujours, et j'espère que tu la termineras. Et donc, l'idée d'être au contact avec déjà ton cercle amical qui est fait d'écrivains aussi, d'écrivains avec qui tu partages des cénacles où vous êtes vraiment, justement, on pourrait utiliser le mot fanatique, mais plutôt dans sa version la plus lumineuse, si je puis dire. Tu es un lecteur, tu as fait des rencontres aussi littéraires. Peut-être commencer par ça avant la critique, sur Bolagno, ta rencontre avec Bolagno. Quand on s'est connus, tu étais un lecteur de tout, exigeant, lecteur de beaucoup de philosophie aussi. Tu écrivais déjà beaucoup. Depuis La Voix de l'étudiant, quand tu étais lycéen, je veux dire, au Britannique militaire de Saint-Louis, l'écriture, c'était ton quotidien. Mais comment se fait ta rencontre avec Bolagno? Parce qu'on sent que c'est une rencontre à la fois fondatrice et transformatrice. Ça s'est passé de façon très simple, hein, et je pense que ça s'est passé de façon bolagnesque. Parce que pour qui connaît un peu les écrits de Bolagno, la plupart de ses livres, beaucoup d'entre eux en tout cas, sont structurés autour d'une communauté de lecteurs. En tout cas, il y a toujours la question du livre ou des livres qu'on se transmet entre poètes déglingués dans des bars à Mexico ou partout dans le monde, dans des ateliers d'écriture aussi, où il y a un mélange de rivalité, d'amour, de drôlerie, de sérieux et d'ironie, de sexualité, etc. Et dans ces cercles-là, on se passe des livres, on découvre des livres, on se donne des livres comme cela.
Et il se trouve que j'ai découvert Bolagno de façon bolagnesque parce que j'étais à l'école des hautes études et un jour, deux de mes camarades avec qui je traînais de temps en temps sont en train de parler d'un certain Roberto Bolagno que je ne connais pas. Et ils en parlent de façon tellement, pour le coup, bolagnenne aussi, c'est-à-dire à la fois enflammée. On aurait dit qu'ils étaient fous, mais parce que Bolagno, je pense, produit ce type de folie qui peut être à la fois fascinante et très agaçante, mais ça produit ça. Et je l'ai regardé de l'extérieur comme ça, et j'avais l'impression d'être en train de regarder une scène, un tableau ou une scène de roman, d'être extérieur et de regarder ces deux personnes, ces deux amis, parler de Roberto Bolagno que je ne connaissais pas. Et ils en parlaient avec tellement de passion que cela a fini en contagion. Je suis parti de là, honteux de ne pas connaître un tel auteur. Et puis je suis allé le chercher immédiatement après. Et j'ai trouvé un exemplaire de 2666, qui est son chef-d'œuvre. Bon, ultime. Je préfère les détectives sauvages pour des raisons très personnelles, mais c'est le 2666 est le sommet, disons, de l'œuvre, le dernier, le plus emblématique. Et donc, je vais le lire chez moi et je passe 3, 4, 5 jours comme ça où je le lis avec beaucoup d'appétit. Je pense que tu t'en souviens d'ailleurs parce que j'ai dû t'emmerder avec ça. Il faut le lire, il faut le lire, il faut le lire. Mais je le découvre comme ça et ensuite je découvre le reste de l'œuvre et je lis quasiment toute l'œuvre, tout ce que que j'avais pu trouver de l'œuvre. Et c'est une rencontre en effet décisive, fondatrice, fondamentale, transformatrice, parce qu'elle a complètement changé ma façon de lire et ma façon d'écrire. Qu'un écrivain transforme votre façon d'écrire par l'influence, ça c'est assez commun. Mais qu'il transforme votre façon de lire, c'est-à-dire qu'il déplace ce que vous cherchez dans les romans, ça c'est autre chose. Et lui, c'est ce qu'il a réussi à faire. Et j'ai eu l'impression d'être en présence, pardon, je suis un peu enrhumé, donc ça s'entend peut-être un peu. J'ai eu l'impression d'être en présence à la fois d'un contemporain capital, mais aussi d'un ami, d'un copain un peu plus âgé, d'un guide aussi, d'un lecteur qui était assez extraordinaire, et de quelqu'un pour qui la littérature était tout, même si ce tout n'était pas héroïsé. C'était quelqu'un qui à la fois glorifiait la littérature à des hauteurs assez folles, délirantes, mais en même temps la rabaissait tout de suite. C'est comme dans ce passage des pensées de Pascal, où il dit que si l'homme se glorifie, il faut l'abaisser, s'il l'abaisse, il faut le relever, etc., etc. Donc c'est un peu ça que Bolagno fait avec la littérature, parce qu'il se rend bien compte aussi que c'est un espace où l'imposture est très facile, où l'héroïsation matamoresque est très facile. On peut très facilement jouer à l'écrivain sans mettre son cœur en jeu, sans mettre sa vie en jeu, sans prendre la chose au sérieux, sans prendre le taureau par les cornes. Voilà. Et lui, je crois qu'il a réussi à exprimer ça avec beaucoup de classe, d'élégance, de drôlerie, de sauvagerie et d'une liberté. Et ça, il m'a vraiment infusé. Il a réussi, je pense, à infuser ça. Et c'est à partir de ce moment-là que je commence à changer même ma façon de lire et d'écrire. Et ça correspond à peu près au moment où, bien sûr, j'avais commencé à écrire. J'avais écrit Terre Sainte, depuis le silence du cœur. Mais c'est peut-être à partir de Deux purs hommes que son influence commence à se faire ressentir chez moi. Oui, on parle de Bolagno, bien sûr, parce que c'est une figure qui plane justement au-dessus du livre. On aurait pu citer beaucoup d'autres auteurs, parce que les clins d'œil, c'est aussi une certaine forme d'hommage que tu fais à la littérature. Les clins d'œil sont nombreux. Ils sont très fins, bien sûr. Et pour quelques infos biographique, Bolagno, écrivain chilien, voilà, décédé au début des années 2000. Donc voilà, pour un peu d'éléments biographiques. Maintenant, parlons de ce double, comme on l'a appelé, Djegan Latir Faye.
qui commence le livre. Donc, on est dans ce cénacle d'écrivains. Donc, comme tu dis, bolognesque d'une certaine manière, avec des jeunes aspirants. Tu nous diras un jour qui t'a inspiré justement ce cénacle-là et ses membres plus ou moins éminents. Après, j'ai été très intéressé par autre chose, c'est cette figure de Tessé Liman. Comment tu construis le personnage, comment tu sculptes un peu le mystère, comment tu le fais durer, comment tu vas justement sur ses traces. Bien sûr, tout le monde y a vu de façon assez transparente la figure de Yambo Ologem. Il me semble qu'on a beaucoup parlé de Yambo Ologem justement avant que tu ne commences ta thèse et avant que tu ne fasses ce livre-là, qui est une forme de mythe littéraire vivant. On aurait pu parler d'ailleurs d'aérolite aussi, pour utiliser un terme de Césaire. Et donc, tu construis à partir de figures existantes, de figures justement qui sont des idoles ou des modèles, toute une narration où tu glisses aussi progressivement à la fois sur une généalogie justement de cet auteur qui t'amène jusqu'au pays Césaire et puis cette notion de la gémellité. J'aimerais que tu nous racontes peut-être ça, quelque chose qui tient un peu plus à tes entrailles, à tes attaches, aux valeurs que tu as reçues, à cette éducation sérère qui est très très présente et puis qui est la boussole justement de beaucoup de livres, d'ailleurs du monde sérère, beaucoup d'auteurs, Felwine Sarr, Fatou Diom, pour ne citer que cela. On sent qu'il y a une charpente ici de valeurs. J'ai envie que tu nous racontes justement ce moment-là où tu accroches ton projet, même s'il est justement sous forme d'esquisse, à cette réalité justement du pays sérère et à la notion de la gémellité. Quand je commence à écrire La plus secrète mémoire des hommes, je suis en train de commencer la thèse. Et ce qui fait que la rencontre avec Bolagno, je reviens un peu sur lui, est décisive, c'est que j'ai l'impression que ce que je lis dans 2666, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Puisque les personnages de ce roman de Bolagno, 2666, sont à la recherche d'un écrivain qui s'appelle Archimboldi, qui est un pseudonyme puisqu'il s'appelle en réalité Hans Reiter. Et Hans Reiter est l'écrivain un peu mythique, légendaire, fantomatique, un peu spectral, que quasiment tous les personnages du livre, surtout ceux de la première partie, cherchent. Mais c'est aussi l'ombre qui hante tout le roman, tout simplement parce que au cœur de ce roman, il y a la question des féminicides dans la ville de Santa Teresa, dans le roman, qui est Ciudad Juárez, au Mexique. Et la grande question est de savoir si cet écrivain pourrait être aussi lié, d'une façon ou d'une autre, à ces féminicides-là. Donc, je raconte tout cela parce que entre Eliman et Wologem et Archimboldi, il y a une sorte de généalogie là, ou de fraternité autour des écrivains qui disparaissent, autour du silence et autour de toute l'aura, tantôt lumineuse et bienveillante, et tantôt maléfique, et c'est bien sûr celle-là qui m'intéresse le plus, qui entoure les écrivains. Donc, le travail que je fais en recherche finit par passer de façon presque naturelle dans la fiction. Une fois maintenant qu'on a cet horizon, celui de la quête, il faut la couler dans un univers. Et cet univers-là, c'est celui qui m'est le plus proche, où grandit Eliman. Il grandit dans l'environnement sérère. Il grandit dans ce petit village qui est très ressemblant à celui qui est le mien au Sénégal. Oui, c'est glorieux de citer Fayil ici. Mais oui, le village d'où je viens, d'où mes parents viennent, parce que je ne suis pas né là, mais j'y suis beaucoup allé, s'appelle Fayil, au Sénégal. Et c'est un réservoir inépuisable d'histoire. C'est un réservoir inépuisable d'imagination et de récits. J'ai passé mon enfance à écouter des récits de personnes disparues qu'on retrouve des années plus tard, à des kilomètres de rencontres nocturnes qu'on fait, de discussions qu'on a avec des créatures. Il y a énormément de choses dans ce village et je pense que la structure de mon imaginaire est fortement influencée par les récits oraux entendus dans mon enfance,
des histoires qu'on raconte, qui circulent, des légendes qui circulent, qui passent aussi par des contes et qui pour beaucoup racontent des histoires de disparition. Vraiment la façon dont on se réincarne, la façon dont on change d'identité, ou on change de visage, ou on change de peau, ou on change de forme, la façon dont on part de la communauté. Et donc toutes ces histoires-là, qui sont ces histoires vraiment fabuleuses, c'est vraiment une machine fabulatrice dans laquelle j'ai été broyé enfant, je pense que tout ça ressort à un moment donné et rencontre mes histoires littéraires, les histoires littéraires dans lesquelles je baigne. Ologem, Bolagno, Archiboldi. Et tout ça finit par se mélanger et donner, sur fond de quête littéraire, une tentative aussi de saisir un des aspects les plus fondamentaux de ma culture sérère profonde, à laquelle je pense je dois énormément de choses, à laquelle je dois même presque tout. Et quand je dis tout, c'est l'amour de la fiction, l'amour des histoires qu'on raconte et l'amour d'une certaine oralité, mais qu'on cherche dans l'écriture aussi. Il m'a fallu beaucoup de temps parce que j'ai commencé mes premiers romans avec une vision très classique de l'écriture, que j'ai défendue, que j'ai tenté de théoriser à certains moments. Mais plus j'avance, plus je me dis que ce qui fonde mon travail, le désir que j'ai dans mon travail, c'est la question de la voix. On en parlera tout à l'heure sur l'adaptation et au théâtre, etc. Mais ce sont les voix. Ce sont les voix qui racontent des histoires. Et là aussi, Bolagno ne peut pas être évité, puisque une chose assez extraordinaire chez lui, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de parler. Quelqu'un est toujours en train de raconter une histoire. C'est pour ça que mon roman préféré de lui, c'est Les Détectives Sauvages, puisque dans la partie centrale de ce livre, c'est une suite de voix qui racontent des histoires. Et l'histoire ne s'arrête jamais. Il n'est évidemment pas le premier à avoir fait ça. Lorsqu'on songe au milieu de nuit, bien sûr, on sait que c'est un dispositif qui existe depuis très très longtemps. Lorsqu'on songe au Décaméron, lorsqu'on songe à tous ces textes-là qui tiennent d'abord parce que quelqu'un est en train de parler, on voit d'où cela vient. Mais chez lui, il y a une indifférence apparente à la question de la cohérence. Ce qui est important, c'est que l'histoire soit dite et qu'à partir du moment où quelqu'un commence à raconter, vous êtes embarqué. Et c'est pour ça aussi que dans La plus secrète mémoire des hommes, la question du labyrinthe, la question du chaos, la question de la perte ou de l'égarement, de ne plus savoir qui parle à quel moment, de ne plus savoir exactement si on est à tel endroit ou à tel autre, des sortes de glissements temporels qui passent l'espace d'un dialogue d'une époque à une autre, d'un personnage à une autre, mais dans le même cadre narratif, pour moi, ça n'a aucune forme d'importance. Ce qui est important, c'est une fois que ça a commencé, que ça continue et qu'on se raccroche au récit, à la voix, qui finit par devenir le principe et l'unité même du texte. C'est ça, il faut que quelqu'un raconte toujours. Tout cela vient de mon enfance parce que j'avais l'impression que pendant 2 ou 3 années, assez fondatrices, on n'a pas arrêté de me raconter des histoires. Ou la voix qui me racontait des histoires ne s'est jamais tue. Qu'elle se soit incarnée chez ma grand-mère maternelle, chez ma mère, chez mes tantes, chez mes cousines, chez mes cousins. J'ai eu 2, 3, 4 années comme ça, guère plus, mais qui ont été des années d'histoire. Voilà. Et toutes ces voix féminines, d'ailleurs, t'ont conduit à souvent dire que tu étais un homme à femme. Oui, en précisant, évidemment, bien sûr que j'étais bien sûr un homme à femme, mais un homme à femme, un homme qui écoute les récits de femmes. Attention, je ne suis pas en train de faire le performatif, comment on appelle ça, la performance, non, c'est pas ça, mais vraiment, quand j'étais enfant, je me souviens, il y avait des sortes de gynécées, des groupes de femmes comme ça qui se retrouvaient et qui parlaient de choses. Voilà. Et moi, je faisais semblant d'être là, de jouer, d'être inattentif. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Je crois que quand j'y repense, vraiment, j'ai été initié très tôt à un certain nombre bref,
Évidemment, quand j'en parle encore à mes cousines qui ont aujourd'hui un âge très vénérable, ou à ma propre mère, elle fait semblant d'avoir oublié. Mais moi, je n'ai pas oublié. Je lui dis, mais je t'ai entendu dire ça. Est-ce que tu pourrais me préciser exactement ce que tu... Voilà, mais bon, évidemment... Écoute, les retombées de ma question sont inespérées, je dois dire. Petite intro surprise, vous n'avez rien préparé. Qui a lu La plus secrète mémoire des hommes dans la salle? Une belle majorité au premier tour, formidable. Qui l'a lu jusqu'au bout? Ah, enfin, on a une audience absolument formidable. Pour les autres, il y a une remontada qui est possible, justement, pour faire partie de la famille. Alors maintenant, parlons théâtre. Mbougar MC 93, donc l'adaptation de La plus secrète mémoire des hommes. La littérature, c'est ce que je disais, j'utilisais le mot de démon, c'est un démon qui t'habite, c'est un démon assez total. Alors, le seul registre que tu tiens à l'écart pour l'instant, c'est la poésie, parce que tu t'estimes médiocre poète. J'ai à redire, mes enfants, on ne va pas ouvrir le sujet ici. Tu lis beaucoup de théâtre, tu lis beaucoup de philosophie, comme je l'ai dit, énormément de littérature. Tu as un goût d'ailleurs pour les auteurs un peu obscurs et les auteurs un peu interdits aussi. Sur cette adaptation, justement, moi, je n'ai pas encore eu la chance, hélas, de la voir. J'aurais aimé en parler en détail, mais voilà, j'étais par moi et par vol et dernièrement, quand j'étais à la MC 93, j'étais pas nécessairement en région parisienne. Est-ce que justement, tu pourrais nous parler de ton sentiment de voir ton œuvre justement projetée, jouée, justement? Quelle extension du domaine de la plus secrète mémoire des hommes, justement, le théâtre apporte-t-il à ton livre? J'ai vu le spectacle d'Aristide et d'Odile à 3 reprises. La première fois, c'était en 2022. Fin 2022, ils venaient à peine de la monter et c'était à Ouagadougou dans ce merveilleux festival des récréatrales qui a la particularité de se jouer vraiment dans les cours des maisons dans un quartier de Ouagadougou où les gens suivent des spectacles, vont regarder des spectacles en même temps que la vie quotidienne du quartier se déroule, des maisons se déroulent. Et c'est extraordinaire puisque c'est une façon de rendre finalement le théâtre à son origine la plus populaire et la plus symbolique finalement, puisque c'est censé être la représentation de la vie immédiate, de la vie quotidienne. La version que j'ai vue maintenant quand ils sont venus en France pour cette tournée est légèrement différente dans la mesure où elle est un peu plus courte et je sens qu'elle a été un peu plus travaillée. Ce que j'ai aimé dans ce spectacle, c'est que le livre qui parfois pâtit d'une réputation chez certains de difficulté ou de complexité ou de ce mot de labyrinthe qu'on a beaucoup utilisé. Une réputation qui n'est pas usurpée. Je conteste parce que globalement, ça reste un livre assez lisible. Ce n'est pas non plus... C'est un compliment que ce soit complexe. Oui, oui, d'accord, mais... Oui, la complexité, oui, mais c'est l'illisibilité parce que... Bon, tu es trop généreux mais en disant qu'il n'y a pas eu de... Mais si, j'ai entendu et je reçois du courrier de toute façon. Et ça, c'est mon plaisir quand je décachette mon courrier et que je ne sais pas sur quoi je vais tomber, soit sur les admonestations d'une dame de 90 ans qui me reproche d'avoir utilisé le mot merde ou gueule, mais qui me dit en revanche, j'ai beaucoup aimé que vous utilisiez tel mot que je ne connaissais pas, j'ai dû aller chercher dans le dictionnaire, etc. etc. Bon. Donc mon courrier est toujours une épreuve assez délicieuse et dans ce courrier, il y a une partie qui parle de la question de l'obscurité, qui est d'ailleurs une chose assez intéressante, parce que je ne pense pas, un écrivain, je pense que c'est Faulkner, a eu des mots sur cette question de l'obscurité, qu'il ne s'agit pas d'éclaircir l'obscurité. Quand il y a une opacité, ce n'est pas l'opacité qu'il faut éclairer, mais ce qu'il y a autour. Il s'agit de créer un halo qui autour de la sphère d'obscurité. Donc c'est une chose que j'assume totalement, et j'assume totalement le fait que dans toute œuvre, il y a un secret qui n'est connu de personne, pas même de l'écrivain, et que c'est ça finalement qui donne aux œuvres leur caractère le plus fort. C'est une fois qu'on a fini de se dire qu'est-ce que je n'ai pas compris. Et à chaque fois que vous essayez de dire c'est ça que je n'ai pas compris,
la chose se déplace. Et c'est précisément cela, je pense, qui font que des œuvres traversent comme ça des siècles et des siècles. C'est parce qu'il y a quelque chose en elles qu'on ne comprend pas toujours, parce que l'auteur qui l'ait voulu ou qui l'ait, par ratage, par malentendu, a caché quelque chose là-dedans qui n'est fait pour personne, à part pour l'œuvre elle-même et pour tous les lecteurs qui vont se succéder. Enfin, je ne sais plus pourquoi je racontais ça. Je disais que, voilà, le théâtre, ce que j'ai aimé, c'est que Aristide et Odile ont donné une forme de ligne claire au roman. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien sacrifié au détour, à la question du labyrinthe, mais lorsqu'on regarde le spectacle, on a l'impression tout de même d'avoir parcouru quasiment tous les livres du début à la fin en ayant compris un élément, parce qu'ils n'ont choisi qu'un élément à l'intérieur. Ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé la question, bien sûr, de la voix. Évidemment, étant un duo, ils ont choisi beaucoup de monologues ou de dialogues. Et ça donnait, je pense, une certaine vie. Je leur ai dit que j'aurais peut-être aimé qu'ils prennent plus de liberté dans la façon de construire leur performance, leur pièce. Ça donne moins la sensation que c'est une lecture ou une lecture jouée. Et que... Mais, ils m'ont expliqué, et je l'ai tout à fait compris. Et de toute façon, c'est leur liberté. Moi, je n'ai eu aucun mot à dire. Et je leur suis simplement reconnaissant d'avoir donné ce spectacle, d'avoir donné cette énergie et surtout de m'avoir fait réentendre le texte différemment. Comme beaucoup d'auteurs, j'imagine, moi j'ai horreur de... Enfin, c'est pas que j'ai horreur, je ne relis pas mes textes. Une fois qu'ils sont publiés, je ne me replonge pas là-dedans, hormis dans les moments où il y a des lectures publiques. Et ça ne sont souvent que des extraits. Mais de le réentendre aussi longuement, c'était vraiment la première fois, enfin en 2022 quand je l'ai entendu, c'était la première fois que je réentendais le texte aussi longuement. Et c'est une sensation toujours très étrange parce qu'il y a des moments qu'on ne se souvient pas d'avoir écrit. Donc ça plonge dans un certain désarroi, quand même, un certain doute parce qu'on ne reconnaît pas ses propres mots. Et puis il y a d'autres moments qu'on reconnaît très précisément. Soudain, il y a un mot, il y a une intonation qui vous replonge directement dans l'instant où vous avez choisi ce mot-là, dans l'instant où vous avez décidé de prendre tel adjectif, de prendre tel substantif et de le mettre là plutôt qu'un autre. Et ça revient parce que c'est la voix qui fait résonner le mot différemment. Et ça m'est arrivé à chaque fois, pendant la pièce, à plusieurs moments d'ailleurs, mais particulièrement dans ce monologue qu'Odile Sankara, qui est celui de Mossad, interprète. Mossad sous le manguier, dans cette petite partie qui s'appelle Trois tremblements ou Trois... Je ne sais plus comment il est intitulé. Mais Odile Sankara le reprend. Et dans ce moment-là, qui est assez éruptif, une sorte d'acmé, il y a 2 ou 3 mots qu'elle dit, qu'elle joue, qu'elle incarne, qui m'ont replongé dans le moment de l'écriture. Donc, ce qui est toujours très beau dans une adaptation, pour moi, c'est que ça vous replonge dans les souvenirs de votre écriture et dans les choix qui vous ont guidé, dans les hésitations qui furent les vôtres au moment de choisir tel mot plutôt que tel autre. Voilà. Oui, en t'écoutant, je pensais à Ousmane Sembène, le cinéaste sénégalais, qui, répondant à la question justement de l'opportunité d'adapter les pièces justement ou d'en faire du cinéma ou du théâtre, parlait de la nécessité de contourner parfois la barrière de la technicité, la barrière de la langue justement pour créer beaucoup plus de proximité avec justement l'audience. Et donc cette ligne claire, pour reprendre ton terme, peut-être satisfait aussi à cela. C'est-à-dire, c'est une autre vie du livre. Et d'ailleurs, si on a un peu le temps, parce que je voudrais après qu'on ouvre bien sûr la discussion à la salle, si on a le temps, voilà la question aussi du cinéma. Je sais que tu es un grand féru de cinéma et que les propositions d'ailleurs environnent tes œuvres. Mais peut-être quelques chiffres, même si ce n'est pas forcément le cœur de notre propos aujourd'hui. On en est à combien de ventes de ton livre? Dis-nous tout. Non, franchement, je n'en ai plus aucune idée. Tu payes l'ISF maintenant? Écoute,
J'ai dans mes réflexions secrètes, je me dis, bon, je pense être de gauche. Hein? Et puis, à un moment, il y a les impôts qui tombent et on doute quand même de ça. On se dit, bon, il faudrait peut-être à un moment faire des... Enfin bon, j'ai eu cette conversation-là avec une éminente personnalité politique de gauche, je ne dirai pas qui m'a dit, tu sais, je suis d'accord avec toi. Donc, enfin bon, bref, je dis ça sous le mode de la blague. Hein, Ah ouais, c'était taquin, mais... je ne sais pas du tout parce qu'à un moment, je me suis arrêté, je n'ai plus demandé. Je sais qu'en grand format, donc avant le poche, il était à entre 550, autour de 550 000. Ensuite, le poche est venu qui a rajouté un certain nombre. Donc, bon, vraiment, il faudrait que je redemande à Philippe Ray. Et combien de traductions? Il y a eu 37 sessions de droit donc pour les traductions, mais les traductions effectives, au dernier compte, il y en avait 25. Voilà, donc ce qui est énorme parce que, bon, évidemment, je n'ai jamais imaginé un seul instant dans ma vie que j'irais dans des pays aussi différents que le Brésil, la Corée du Sud. Pourquoi tu rigoles? Le Brésil, la Corée du Sud, la Grèce. Enfin bon, mais en tout cas, j'ai beaucoup voyagé ces 4-5 dernières années. Et c'est toujours une expérience assez extraordinaire de rencontrer les traducteurs de son roman. Ça, on a la chance d'avoir un traducteur en commun au Brésil et qui est un type assez dingue, assez Diogo Cardoso, assez délirant, qui est d'ailleurs surréaliste. Je le dis à l'attention d'un ami qui est dans la salle. Faudrait que je mette en rapport. Et c'est une expérience assez délirante parce qu'on a l'impression que, au fond, ce sont les gens qui nous connaissent le plus intimement. C'est-à-dire que la question de ce qu'on a caché dans la langue ou de ce qui passe dans la langue, ce qui en nous passe dans la langue, je pense ne peut être senti que par les traducteurs, par les bons traducteurs. Voilà. Après, je n'ai pas la compétence de vérifier toutes les traductions que j'ai eues, mais celles que j'ai pu lire dans les langues que je connais un tout petit peu m'ont semblé à la fois être fidèle et être traîtresse, ce qui est peut-être un des critères possibles d'une bonne traduction. Tout dépend de la traîtrise et de l'écart, mais ça me paraît être... Donc oui. Donc voilà, il y a disons une trentaine de traductions. Cher ami, maintenant tu vas souffrir que je te fasse un compliment que je te fais toujours quand on se retrouve. Moi, j'ai trouvé que ton livre, quand je l'ai reçu au stade de brouillon labyrinthique, est très long. Je veux dire, sur lequel tu as fait beaucoup de coupes. Tu vois que le texte était formidablement, parce qu'on parle de littérature. Et donc, ce qui est beau dans ce concours, ce n'est ni son symbole générationnel, ni son symbole ethnique que certains ont voulu mettre en avant, c'est surtout sa grande prouesse littéraire. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui restera au-delà de tout. Et donc, tu n'as pas fait un livre facile. Tu n'as pas fait un livre, justement, feel good, comme on dit d'une certaine manière. Tu n'as pas fait un livre, justement, que l'on se trimballe facilement, justement, dont on peut parler en 2 mots. C'est un livre, justement, avec des détours et puis qui embrasse la littérature dans sa complexité, dans son obscurité. Et donc, tu dois bien à ces gens qui se sont inscrits le 3 février et ensuite le 17 février de leur dire que ton prochain livre arrive bientôt.